Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi, 5 minutes. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre qui est avec vous à l'animation de cette émission Côte-Nord Attitude. Ce mercredi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne. Bonjour Valérie, allô, bienvenue. Jean. Une première co-animation toutes les deux. Toute l'heure, nous serons ensemble. On va parler de beaucoup de sujets, notamment des bleuets, Valérie. Oui. C'est en plein temps des bleuets, hein? La récolte a commencé le 1er septembre officiellement dans les bleuetières de la région de Sept-Îles-Port-Cartier. On va s'entretenir dans quelques instants vers 12h15 avec Denis Picard de la bleuetière Bleu Nord à Galix. La récolte se poursuit. Le mûrissement s'avère un peu tardif cette année. D'habitude, on commence un peu plus tôt. Hein? On est habitué d'associer les bleuets à la fin d'août, surtout quand on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme toi et moi. Mais ici, sur la Côte-Nord, c'est quand même pas anormal là, de ramasser des bleuets en début septembre. Pour les cueilleurs amateurs comme moi, les bleuets se font rares dans les petits sentiers là, et les tales qu'on est habitué autour de cette île, Moisy, Galix, vers le lac d'Aigle également, mais dans les bleuetières, il y en a en abondance. On va en parler avec Denis Picard vers 12h15. C'est également que la Journée mondiale de prévention du suicide s'en vient. C'est ce samedi, hein? Oui, je pense que faire de la prévention dans ce domaine-là, là, c'est drôlement important dans une région comme la nôtre. Ben, tout à fait. Un sujet qui est toujours tabou, mais qui pourtant ne devrait pas l'être parce que plus on en parle, plus on en sait sur le sujet. Et justement, probablement que Gladys Tremblay pourra nous le dire, plus on peut faire de prévention aussi. Gladys Tremblay, elle est directrice du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. Cette 14e journée mondiale, c'est samedi sous le thème « Allumé pour la prévention contre le suicide ». Il y a beaucoup d'activités dans le cadre d'un volet jeunesse, des activités qui vont se dérouler. On va en entendre, nos jeunes vont en entendre parler dans les écoles de Sept-Îles et Port-Cartier cette semaine et la semaine prochaine. Je pense qu'il y a des efforts aussi du côté des communautés autochtones. Hein. On vient de vivre une enquête du coroner assez lourde du côté de Ouachat-Macmaliot-Tenam. Alors, quand on parle de prévention du suicide, on ose espérer qu'il y a des actions du côté des communautés autochtones également. Tu sais qu'il y a une manifestation présentement des syndiqués qui ralentissent la circulation sur la route 138. Oui, ben, c'est bien de le dire ralentissent et non pas arrêtent la circulation et ça doit être apprécié par les gens qui sont à la fourche à la 138 et la route 172. Là, moi, je m'imagine pas faire cette route-là puis être arrêté là, par une manifestation, mais ralentir, écoute, ça se prend bien. J'ai toujours de la misère avec ça. Moi, on n'a rien qu'une maudite route sur la Côte-Nord, la 138. Pourquoi faire des blocus puis empêcher empêcher la circulation, même la ralentir, des fois j'ai de la misère. Quand on est sur la route, c'est parce qu'on veut aller à quelque part, puis c'est ça, hein, faut quand même... c'est symbolique quand même, ils sont à la jonction des routes 138 et 172, là où on tourne quand on arrive à Tadoussac, quand on s'en va vers le Saguenay. C'est qu'il y a beaucoup d'emplois de fonctionnaires qui déménagent vers le Saguenay également. On va s'entretenir avec le président du Conseil central de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, qui sera avec nous en direct de cette manifestation à Tadoussac. Présentement, ça se continue jusqu'à 16h. Également, tu vas faire un peu une entrevue de transition en fin d'émission. Oui. Hein? Tu sais que l'an passé, tu t'es complètement rasé les cheveux. Oui, toi. Complètement. D'ailleurs, là, j'ai maintenant T'es pas coupé depuis, hein? Oui, je les ai coupés depuis. Oui, j'ai maintenant T'as la décidé de les coupe. garder courts. Oui, je les garde courts maintenant. Mais effectivement que ce midi, je vais passer le flambeau officiellement. Je n'ai pas à le faire, mais symboliquement, passer le flambeau à la nouvelle tête d'affiche pour ce 11e défi tête à prix qui aura lieu en octobre à Place de Ville. Steven Sanson, qui est directeur général de Olivier Ford, va venir se présenter, qui va venir également nous dire comment ça se déroule sa campagne jusqu'à maintenant, quels sont ses objectifs et tout ça. Et c'est toujours bien aussi de parler de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Comme nous disait Daniel Potvin sur les ondes un peu plus tôt cet avant-midi, on va être très impliqués. Ça se passe à Place de Ville, puis les radios privées de cette île sont très présents toujours dans impliqués. le cadre de cet événement. C'est pas parce que je ne me fais plus raser cette année qu'on ne s'impliquera pas. Eh ben voilà, ce sont donc les entrevues qu'on a à vous offrir au cours des prochaines minutes à notre émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série de 4 entretiens en direct sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Et d'abord, on mentionne que les funérailles de Frédéric Descostes se dérouleront donc à Sept-Îles lundi après-midi à l'église Marie-Immaculée. Frédéric Descostes, c'est le pilote d'hélicoptère qui est décédé tout récemment là du côté du Nouveau-Brunswick. Le pilote d'hélicoptère était un aventurier passionné de son métier de pilote, selon des amis qui témoignent leur sympathie sur les sites, sur les réseaux sociaux. Le pilote de 35 ans, natif de Sept-Îles, avait vécu une première mésaventure en 2014 à Trois-Rivières. Oui, son appareil avait touché des fils électriques à ce moment-là également lors d'un atterrissage. Fred Descostes avait réussi à manœuvrer pour éviter tout dommage et blessure à ce moment-là. 2 enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports ont supervisé hier au Nouveau-Brunswick les opérations d'extraction des eaux de l'épave de l'appareil dont le crash a causé 2 décès, le pilote Fred Descostes et le chanteur Bob Bissonnette. L'enquête pourrait prendre quelques mois avant qu'on connaisse les conclusions donc du travail du Bureau de la sécurité dans les transports dans ce dossier. La MRC de Mingani questionne la décision de l'Association des gens d'affaires basée à Havre-Saint-Pierre qui a publié la semaine dernière un communiqué sur la dégradation économique. Le préfet Luc Noël précise que c'est partout sur la Côte-Nord et même au Québec que ça va mal. Le préfet de la MRC Mingani admet que depuis l'annonce de ralentissement de la production chez Rio Tinto Fer et Titane à la mine Tio, la région vit des moments difficiles et souhaite une relance par une mise à contribution de toutes les forces vives du milieu. Une rencontre est prévue sous peu entre les élus de la MRC regroupant 8 municipalités sur le territoire de Sheldrake à Natashquan et les gens d'affaires de cette région. Rappelons qu'il y a des travailleurs du secteur public affiliés à la CSN qui manifestent jusqu'à 16 heures aujourd'hui à la jonction des routes 138 et 172 près de Tadoussac. Ils dénoncent les déménagements de plusieurs points de service et centres décisionnels gouvernementaux de la Côte-Nord vers le Saguenay. Il s'agit d'une manifestation interrégionale. Les conseils centraux CSN des 2 régions, les syndicats regroupant également des professionnels de la santé, exigent un moratoire sur la centralisation des laboratoires médicaux Optilab. Les syndiqués ne bloquent pas la route, on le rappelle, ils ralentissent la circulation. La CSN dénonce le déménagement de certaines directions régionales. Ce fut le cas du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation qui avait une direction régionale à Sept-Îles, ainsi que les pertes de services de proximité. Le président du Conseil central de la CSN sera avec nous un peu plus tard à cette émission Côte-Nord Attitude. Et seule québécoise commissaire de l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées au Canada, la militante Inou Michèle Audette espère que l'exercice permettra d'identifier les causes de la violence envers les femmes autochtones et proposer des actions pour que la situation change. Forte de ses expériences personnelles à Shefferville, Maliotenam et Montréal où elle a vécu, Michèle Audette est consciente que son mandat de 2 ans sera chargé d'émotions. Elle sait aussi que les témoignages de rage et de déception permettront à des gens des Premières Nations d'obtenir une libération. La commission, parmi bien d'autres choses, c'est une action. Pour certains, la prise de parole fait partie de la guérison. Juste le fait de dire que oui, j'ai déjà pensé au suicide plus jeune. Le lendemain, comment je me suis sentie, là, comme j'aurais jamais pensé après ça, me sentir comme si j'avais eu 50 tonnes en moins, plus de boulets. Si on multiplie ça à travers le Canada, beaucoup de gens ont besoin d'exprimer leur passé et leur vision d'avenir. L'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées débute à Vancouver jeudi. L'ancienne présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, Michèle Audette, croit que l'amélioration des services sociaux dans les communautés Innu de la Côte-Nord ne doit pas attendre les conclusions de l'enquête. Voilà, ça complète nos actualités régionales. Dans quelques instants, on parle de l'industrie du bleuet à Sept-Îles et sur la Côte-Nord. On s'entretient avec Denis Picard. Attitude. C'est donc pas drôle d'arriver à la dernière minute. Je t'assure que ça commençait plus tard. Excusez-nous. Pardon. Ah non, c'est pas la bonne rangée. Recule. Manquez pas le meilleur. Les prix employés se terminent le 30 septembre. Dépêchez-vous. Visitez un détaillant Ford et obtenez 4 110 $ en rajustement de prix totaux sur la Focus Titanium 2016 avec toit ouvrant et système de navigation à commande vocale. J'espère que ça va être bon. Hein? C'est déjà fini? Quand vous payez le prix des employés, c'est facile d'embarquer avec Ford. Obtenez votre prix employé sur trouvezvotreford.ca. La vente à plein camion bat son plein chez Maxi. Ça veut dire que c'est le temps de faire des provisions. Beaucoup de provisions.
Jusqu'au 7 septembre, profitez d'offres avantageuses pendant la vente à plein camion de Maxi. Comme les desserts glacés classiques Breyers, format 1,66 litres à $3, ou les mélanges à sauce pour pâtes Sidekicks, format 133 grammes à $1. Maxi, imbattable, point final. Certaines restrictions s'appliquent, détails en magasin. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Denis Picard de la famille Picard de Galix connaît bien les bleuets et les petits fruits. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour Denis Picard. Bonjour. Denis, tu es président de Bleuetière Bleu Nord. Ton père Jean-Claude a travaillé pendant des années dans le domaine des bleuets. C'est une industrie qui prend de l'ampleur quand même dans notre région, hein? Oui, de plus en plus, il y a des gros joueurs qui commencent à faire leur place avec les moyens. Ça va en vitesse grand V, oui. Et là, la récolte, cette année, le mûrissement était un petit peu plus tard que d'habitude, on peut dire ça comme ça? Oui, d'habitude, on récolte environ vers les 18 août. Cette année, on a commencé le 30 août, 1er septembre. Qu'est-ce qui explique ça? C'est le fait qu'on retarde comme ça. Pourtant, on a eu un bel été, il me semble. Oui, mais c'est le fruit qui le dit, hein. Ça dépend l'ensoleillement, ça dépend de la pluie. Si le fruit est pas mûr, s'il est blanc, ça donne rien de le ramasser. Parce que ce qui fait le poids du bleuet, c'est quand il est mûr. Le blanc pèse à rien. Fait que, on s'assure de le ramasser à maturité. OK. Puis là, jusqu'au 20 septembre, ils vont être encore à maturité, là. Ça dure quand même quelques jours. Moi, je suis allé voir en fin de semaine passée dans des tales que je connaissais à Moisy puis vers le lac d'Aigle, puis tout est ramassé dans le bois actuellement. Ouais, mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est qu'il y a beaucoup de cueilleurs en forêt. Qui le font pour l'industrie aussi, hein, que ça s'en va vers les usines, c'est ça? Oui, exactement. C'est un bleuet biologique, hein. Et là, la cueillette, comment ça s'annonce? Est-ce que ça va être une bonne récolte pour chez vous, là, à Galix? C'est bleu dans tes champs? Oui, c'est bleu. Peut-être un peu moins que l'an passé, mais ça va être une bonne année. Pas autant que, comme je dis, que l'an passé, mais ça va être acceptable. Avant ça, on faisait pas ça, mais maintenant, on fait vraiment la pollinisation, quoi. Depuis une dizaine d'années, on importe, ou même chez vous, je pense que ton père a investi, là, dans des ruches d'abeilles. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de bleuets dans chaque tale, hein? Ben, exactement. Chaque fleur bien pollinisée, avec des abeilles, ils disent que ça augmente la production par 8. Fait que, on peut plus s'en passer aujourd'hui. Oui, ça fait une bonne différence. 8 fois plus de bleuets dans un même petit bout de plante, là. Exactement. Ben, c'est parce que les insectes indigènes ont pas le temps de se multiplier à la vitesse qu'on rouvre des bleuetières. Oui. Fait que les autres, ils arrivent l'année d'après. Hein, comment ça qu'on est rendu avec 3 millions de fleurs? Je n'avais juste vu 2 millions l'an passé. Quand on parle de bleuets, on pense automatiquement Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout, mais la Côte-Nord n'a pas à rougir à côté de Saguenay-Lac-Saint-Jean avec sa production de bleuets. Est-ce que ici, la Côte-Nord, on est en train de s'imposer de plus en plus sur le marché du bleuet? Non, parce qu'on n'est pas, comment je peux vous dire ça, on n'a pas d'organisation, on a une association, mais on n'a pas d'organisation de mise en marché présentement. Fait que tout est fait directement avec les acheteurs du lac. Ouais. Dans le fond, à part au marché public, là, au vieux poste, au vieux quai de Sept-Îles en fin de semaine dernière, où on savait que c'était vraiment des bleuets de Galix, nos bleuets sont pas identifiés. Hein, ils s'en vont dans l'usine, ben après ça, cherche-les les bleuets de la Côte-Nord. Ben nous, on a une petite usine qu'on fait du marché local, mais pour le reste, c'est clair. Hein, tu verras pas un bleuet de la Côte-Nord marqué s'il passe par des acheteurs d'ailleurs. Là. Ça, c'est clair. Denis, je lisais quelques articles récemment sur l'industrie. Il semble que le prix est pas bon. Là. Il commence à avoir trop de bleuets sur le marché, peut-être. Ça l'a augmenté trop rapidement. Ça fait que l'offre et la demande est un peu débalancée, quoi. Ah, ben, présentement, c'est parce qu'on n'a pas toutes les données. Hein. Si on parle de marché local, je pourrais vous dire, peut-être que oui, il y a beaucoup trop de bleuets cette année, mais lorsqu'on sait que le marché aujourd'hui est rendu international, je sais pas, j'ai pas les données pour vous répondre, mais c'est sûr que ce qu'ils nous disent, c'est que présentement, ça sort pas autant que ça. Ben, ça rentre trop, mais ça sort pas. Ouais. Fait que c'est dur d'avoir les données exactes quand il faudrait faire affaire avec la régie des marchés. Il faudrait que tout le monde soit transparent, mais je suis pas sûr qu'on va avoir les données. Là. En fait, les bleuets du Québec, là, ils viennent peut-être à 95% du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Oui. Ces bleuets-là, ils peuvent se retrouver un peu partout. C'est assez difficile à comprendre, quoi, comme industrie quand même.
C'est pas très, très difficile parce que les usines font leur mise à marché à l'extérieur avec des gros volumes. Fait que quand ils font une mise à marché, ils parlent de millions de livres. Fait que je suis certain que la plupart du temps, tout est vendu ou presque vendu à la Chine. C'est vraiment rendu international. Fait qu'à partir de là, c'est des données confidentielles des acheteurs. On peut pas... Nous, on se fie à ce qu'ils nous dit. Là. Présentement, c'est ça. Okay. Mais c'est là qu'on voit qu'on n'a pas on n'a pas de pouvoir là-dessus présentement. Toi, concrètement, tu fais affaire à des partenaires qui achètent tes bleuets, ta production au complet, quoi? Une partie, oui. Ouais. Généralement, on vend, je te dirais, 90% de la récolte à des acheteurs, oui. Ouais. Et on a déjà parlé ensemble sur ces ondes, entre autres. Là, on est dû pour une usine. Hein? On commence à avoir une quantité suffisante qui justifierait peut-être une usine de congélation ici? Ah, c'est clair. C'est clair, on pourra en mettre une ou deux, je vous dirais peut-être une à Sept-Îles, une dans le coin de Bécomo, puis ça virait à plein, là. Parce que les bleuetières, comme je vous ai dit tantôt, ça pousse tellement rapidement qu'on est rendu dans des millions de livres faits ici, là. Mais là, est-ce qu'on est en processus pour en avoir une usine de ce genre-là? Qu'est-ce que ça prend pour avoir ça? Ben, ça prend de l'argent, ça prend un promoteur, ça prend quelqu'un qui est capable de dire, bon, moi, j'ai 10 millions à injecter. Sans avoir fait une scène encore, ça prend les reins solides. Oui. Si on veut une usine nord-côtière, je suis pas certain que les producteurs sont assez gros pour être capables d'injecter 10 millions, à moins que le gouvernement s'en mêle. Denis Picard, explique-nous donc comment ça marche pour la cueillette, là. Ce sont des gens de la région ou, en fait, on fait affaire encore là en partenariat. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on commence au Lac-Saint-Jean, puis les cueilleurs se déplacent après ça vers Bécomo, la Haute-Côte-Nord, Bécomo jusqu'à Sept-Îles. Les cueilleurs qui sont chez vous s'en vont en Méganie après. C'est comme ça qu'on fonctionne? Exactement. J'appelle ça la ronde de lait. La ronde de lait, dans le bleu, le lait bleu. Oui, mais ils commencent en bas, puis ils finissent en haut, parce que nous, vu qu'on est notre latitude, on est un petit peu plus au nord-est. Fait que veut pas, notre mûrissement est toujours plus tard que les autres régions. Fait que les cueilleurs ont flairé la bonne affaire. Fait qu'ils suivent les bleuetières qui sont prêts jusqu'à temps qu'ils se rendent jusqu'au Saint-Pierre. Là. Ben là, on parle bien sûr de cueillette industrielle. Moi, la cueillette personnelle, ça m'intéresse aussi beaucoup. Si moi j'ai envie d'aller me chercher des bleuets, si j'ai envie de me faire des confitures, est-ce qu'on peut aller chez vous à la bleuetière et s'en chercher pour nous-mêmes? Non, présentement non, parce que j'ai pas les infrastructures pour être capable de bien vous servir. Vous savez ce que c'est, hein? Je vous mets dans un champ, le bleu attire, je vous dis remontez là, je vous remonte en heure après à l'autre bout du champ. Puis après ça, il y a un autre cueilleur qui arrive. Il dit, comment ça qu'il y a quelqu'un qui a remonté ma parcelle? Fait que j'ai pas encore mis en place tout ce que j'ai besoin de faire pour s'assurer que chacun reste dans son coin. C'est pas comme un champ de fraises, là. Mm-hmm. Et puis, t'as entendu parler comme nous, sans doute, là, du projet de Fit Impact. On parle d'une poudre de bleuet. Le monsieur est venu nous expliquer beaucoup là que la valeur, l'anti-oxydant là, dans le bleuet. On a un bleuet particulier au nord du 50e parallèle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Toi, tu l'as constaté au fil des ans, notre bleuet, il est spécial? Ben, nous, ce qu'on a constaté avec les années, c'est que notre petit fruit, à cause encore de notre positionnement géographique, à cause de notre fraîcheur des nuits, c'est qu'il est plus sucré. Fait que, moi, je pourrais dire ça, il est finement sucré, puis ça lui donne, d'après moi, un peu plus d'antioxydants. J'avais parlé avec une chercheuse qui m'avait dit qu'ils ont déjà fait les tests, puis c'était déjà prouvé. Ah, donc le projet de Fit Impact, on peut y croire. Ça peut être sérieux, une usine de poudre de bleuet à Sept-Îles. Ben, c'est sérieux, parce que les volumes sont là. Ça peut être vraiment extrêmement intéressant, puis en même temps, à chaque fois que tu transformes un produit, ben c'est le plus-value que tu vas chercher. Ben oui. Fait que, à partir de là, c'est des emplois locaux, c'est même des bleuetières vont peut-être leur vendre du bleuet, dépendamment de ce qu'ils ont besoin. Fait que vous voyez que c'est un début d'industrie. Là. Bon, ben avec un projet comme ça, puis peut-être d'autres là qui vont émerger dans les prochaines années, il y a des discussions, je pense, pour une usine, même si tu nous dis que ça prendrait 20 millions de dollars, là, on peut penser que c'est une industrie en croissance, en bonne croissance pour notre région. Oui, complètement. Attends, la chance qu'on a, c'est qu'on a le territoire pour le bleuet, c'est pas un bleuet planté, là. C'est un bleuet sauvage travaillé. Fait qu'on a un potentiel immense. Un jour, moi je suis convaincu, je serai peut-être plus ici, là. Mais je suis convaincu que la Côte-Nord va avoir 100, 300 000 surfaces en bleuet, ça c'est clair.
Bon. Et peut-être en terminant, Denis, là, parle-nous donc de l'aventure qui est arrivée cette année avec vos ruches d'abeilles. Je sais pas si on a eu des nouvelles de l'enquête policière. Il y a eu du vandalisme. À un moment donné, tout le monde a été un peu surpris là, de pas retrouver ces gens-là avec des piqûres à l'hôpital. Est-ce que vous avez retrouvé vos ruches puis vous avez compris ce qui est arrivé? Ben, ce qu'on a perçu puis qu'on a pris en photo, c'est que c'était un petit pick-up de couleur noire. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Fait que la police est en train de suivre la piste. On sait à peu près qu'est-ce que c'est, vers les quelle heure que ça a été fait. Mais on sait pas encore c'est qui, mais je peux vous dire que c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu que les réseaux sociaux, c'est efficace. Ah oui? Pas mal plus que je pensais. C'est incroyable comment que les gens m'ont parlé. J'allais à la banque, j'allais au bout de construction de leur map, puis tout le monde m'en parlait. Oui. Puis, tout le monde qui a vu quelque chose, ben, il m'appelle. Bon, puis c'était-tu assurable, dis-moi, des abeilles puis des ruches d'abeilles? Des assureurs doivent te regarder de travers quand tu vas les voir avec un dossier de même, quoi. Finalement, pour l'an prochain, ça compromet pas vos activités, là. Non, ça compromet pas, mais c'est parce qu'il y a quand même des coûts. Hein. C'est des destructions de millions d'abeilles. C'est sûr que les assurances, présentement, j'ai pas d'assurance pour ça, parce que c'est un geste que tu peux pas assurer quelque chose que tu penses jamais qu'il va arriver. Fait que, en tout cas, chouette. On est en train de vérifier, de calculer les pertes, autant ceux qui me l'ont loué, autant moi qui loue. Là. On est en train de vérifier ça ensemble, s'assurer du chiffre exact avant de finaliser le dossier. Là. Bon, ben on va surtout vous souhaiter une bonne récolte là, d'ici le 20 septembre dans la région de Galix et après ça vers la Mingani. Une bonne fin de saison de cueillette de bleuets. Denis Picard, un gros merci pour cette entrevue. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Dans quelques instants, on parle de prévention du suicide sur nos ondes. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Sur Puerto Plata, samedi le 10 septembre. Le Club Voyage Côte-Nord, en collaboration avec Vacances Sunwing et les Galeries Montagnaises, vous invite à une séance d'information destination Puerto Plata. Venez découvrir ou redécouvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les hôtels, les activités et les excursions. Plusieurs prix de présence sur place. Première représentation dès 13h et une deuxième représentation à 14h30. C'est un rendez-vous pour notre capsule voyage samedi le 10 septembre avec le Club Voyage Côte-Nord dans le mail des Galeries Montagnaises. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. La compilation. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça. On s'est aimé comme on se quitte. Ou ben ça. Anyway, je suis content. Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pure FM 94. 1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. C'est la 14e journée de prévention, journée mondiale de prévention du suicide qui s'organise. Ça a lieu samedi, c'est le 10 septembre. Pour cette édition, le thème proposé, Allumer pour la prévention du suicide. Je pense que c'est un thème très important pour la Côte-Nord. Le suicide, on en entend parler malheureusement trop souvent. Madame Gladys Tremblay est directrice générale du Centre de prévention du suicide dans notre région Côte-Nord. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour. Une journée de prévention, là, la Côte-Nord, on a déjà vu des statistiques inquiétantes. Je pense qu'on est encore, avec un taux très élevé, là, plus élevé que la moyenne au Québec, hein? Oui, on se situe au 4e rang au Québec, là, donc c'est quand même assez important, là, ce qui se passe chez nous. Mais je vous dirais, on travaille d'arrache-pied avec le CIS aussi au niveau de la Côte-Nord, là, pour diminuer le taux de suicide et justement, avec une journée comme celle qui s'en vient pour le 10 septembre, quand on dit d'être allumé pour la prévention du suicide, ça signifie d'être conscient de la problématique, puis surtout de comment là la résoudre, la problématique en référant, en accompagnant nos gens. Oui.
L'entourage est tellement important là, quand il y a de la détresse humaine comme ça. Reconnaître les signes, je pense que c'est un petit peu ça là, dans notre entourage. Des fois, on pense que tout le monde va bien autour de nous, mais des fois, il y a des petits signes aussi. Les gens, avant de passer à l'acte, là, ils passent des messages. Oui, on va voir une personne qui va s'isoler, elle veut pas sortir. Il y a beaucoup de signes là des fois des paroles là. Je suis tannée là, je suis à veille d'en finir là. Ben d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu nous dis des choses comme ça? D'interroger la personne, de pas avoir peur d'aller plus loin avec elle. Mais une fois que ça c'est fait, une fois qu'on en a parlé avec la personne, une fois qu'on l'a questionné, des fois on est à bout de ressources avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait plus quoi faire puis qu'on s'inquiète pour quelqu'un? Ben vous pouvez appeler justement au centre de prévention suicide. Les intervenants sont là pour ça. Ils vont vous accompagner là-dedans, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui peut être fait de plus, ou de référer la personne. C'est toujours sous l'anonymat. Nous, on va faire le premier contact avec la personne en lui disant que quelqu'un nous a avisé qu'il était inquiet pour elle. Puis on va commencer la démarche avec cette personne-là. Mais on dira pas le nom de la personne et rien, ça reste confidentiel. Et par la suite, souvent, les gens sont très contents là, d'avoir eu le suivi et d'avoir pu aller plus loin. Là. Parce que là, on travaille avec des êtres humains. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de recette gagnante pour aider quelqu'un qui est en détresse comme ça. Par contre, les statistiques nous disent que c'est beaucoup des hommes. Hein. Les causes, on commence à cerner pas mal les causes, là. C'est beaucoup multifactoriel. C'est dur à dire. Hein? On va avoir des pertes d'emploi, des ruptures, des problèmes financiers. C'est beaucoup de facteurs ensemble, souvent, là, qui vont porter la personne à faire un tel geste. Mais on peut pas cibler exactement là, une seule chose. L'équipe du Centre de prévention du suicide de Côte-Nord réalise diverses activités, probablement avec des partenaires dans mon coin, là, à Sept-Îles-Port-Cartier. Entre autres, on travaille beaucoup le volet jeunesse cette année. Là. On a acheminé plein de matériel dans nos écoles primaires et secondaires. Hein? Oui, effectivement, c'est nouveau. Donc, je m'excuse, c'est un volet jeunesse qui va s'adresser vraiment aux très jeunes enfants, pour des parents d'un très jeune enfant. Les parents d'un ado aussi qui s'inquiètent suite à des propos suicidaires. Et il y a aussi celui de tu t'inquiètes pour un ami, pour un ado qui va recevoir des confidences aussi. Qu'est-ce qui peut apporter le jeune, c'est ça, à poser un geste. Et aussi reconnaître ces gestes-là et aussi d'apporter les gens toujours vers une ressource d'aide. Le but, c'est ça. Mm-hmm. Et il y en a aussi dans les écoles, hein. Il y a des travailleurs sociaux, des gens dans nos écoles secondaires en particulier. Il y a quand même certaines ressources. Les parents risquent d'en entendre parler, de voir arriver des dépliants, des choses à la maison, là. Non, pas du tout. Non? Le dépliant se veut un outil vraiment d'information pour guider le parent, mais ça vient pas enlever qu'il faut vraiment être en contact avec un intervenant, surtout quand on parle d'un enfant ou d'un ado. Donc, c'est très important de faire un suivi avec un intervenant. On le dit à plusieurs reprises dans le dépliant. Ça va être remis vraiment si le parent explique un petit peu, là, c'est... je m'excuse. Que son enfant lui a dit des propos comme ça. Et à ce moment-là, on va travailler avec lui, à même le dépliant, pour voir les signes, la détresse que l'enfant peut vivre et de faire un suivi aussi que l'enfant. Donc, ça vient pas pallier aucunement au service d'un professionnel. Il faut s'assurer que ça soit remis de main à main toujours. Vous savez, Mme Tremblay, qu'on vient de vivre là une enquête du coroner avec des témoignages dérangeants, lourds dans la communauté autochtone de Ouachat-Macmalio-Tenam. Là, il y a eu une enquête dont on entend les conclusions et dont on espère aussi des solutions, des recommandations pour des améliorations. On est conscient, j'imagine, au Centre de prévention du suicide que dans les communautés autochtones, il y a du travail à faire en prévention du suicide. Oui, effectivement, lors de l'enquête, on a déposé un mémoire avec nos recommandations. Qu'est-ce qu'on a constaté, nous aussi, de notre côté. Et c'est ça, on est en attente, là, vraiment, du coroner. Qu'est-ce qui va ressortir de cette enquête pour pouvoir mettre autre chose en place pour aider ces gens-là.
Mm-hmm. Et dans les communautés comme telles, en fait, votre service, là, il est disponible partout. C'est le 1-866-APPEL, 2P2L, 277-3553. Donc, pour rejoindre directement un service 24 heures sur 24, 7 jours, là. Oui, c'est vraiment ça. Vous avez accès directement avec cette ligne-là là, à un intervenant. Puis, comme on dit, oui, ça va servir à une personne qui est en crise suicidaire. Ça peut servir aussi aux proches de la personne, une personne qui est endeuillée par suicide aussi, d'aller plus loin dans ses questionnements, peut utiliser aussi les services de la ligne d'intervention. Et bien sûr, nos intervenants, infirmiers, infirmières, qui ont à travailler avec des personnes suicidaires, peuvent aussi utiliser cette ligne-là. Et là, c'est ce samedi 10 septembre, la 14e journée mondiale de la prévention du suicide. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est quoi l'activité, là? Une chandelle à 20h samedi, ça sera un geste, ça? Oui, effectivement. Partout au Québec, c'est le geste qu'on veut que les gens posent. Donc, d'allumer la chandelle à 20h pour démontrer notre appui à la prévention du suicide aussi. Souvenir des êtres chers, puis souvenir des endeuillés aussi par suicide qui traversent ces moments-là. Donc, on vous demande là, d'allumer la chandelle. Mm-hmm. Et sur la Côte-Nord, au centre de prévention, je vais le répéter une fois, hein, votre numéro, c'est quand même assez facile de vous rejoindre. C'est en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas juste si on sent détresse, si on a quelqu'un là qui donne des signes de découragement dans notre entourage, on peut appeler un intervenant puis s'outiller auprès du centre de prévention du suicide Côte-Nord, 1-866-APPEL. Oui, c'est bien ça. J'ai envie de vous poser la question parce que il y a un épisode de l'émission Unité 9 qui avait passé à la fin de la dernière saison et ils l'ont rejoué hier à Radio-Canada. Donc, je trouve que c'est de mise où, à la fin, on a le probable suicide du personnage principal qui est Marie Lamontagne. Ça avait fait beaucoup jaser. Il y en a qui avaient dit que c'était très mauvais de montrer ça à la télévision, que ça pouvait donner des idées à des gens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de montrer comme ça des scènes de suicide à la télé? Est-ce que c'est mauvais ou justement c'est le contraire puis ça incite à faire parler? Non, je vous dirais que je suis d'accord aussi. Il faut toujours être très prudent lorsqu'on parle de suicide. Et d'ailleurs, suite à cette émission, l'AQPS, le regroupement des centres de prévention du suicide au Québec, ont communiqué avec la production et les réalisateurs pour dénoncer un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Donc, c'est pour ça que dans l'émission qui a rejoué hier, vous avez vu un petit peu la démarche du réalisateur et par la suite, le 1-866-APPEL, ce qui n'avait pas été fait là, la dernière fois. Donc, quand on traite de suicide, il faut toujours ajouter le numéro, mettre la ressource d'aide, aller moins dans les détails. Oui, on sait qu'il y a des périodes de souffrance, mais je pense que les gens peuvent comprendre sans avoir des images aussi choquantes. En tout cas, nous, comme journalistes, ça arrive où on doit couvrir un événement, il y a un décès, on fait une nouvelle, puis on le sait à la couverture que c'est un suicide. On essaie toujours de faire très attention. Je pense que c'est un peu la règle là, dans les médias au Québec. Sans cacher rien à personne, le suicide, on se garde une petite gêne. Hein? C'est encore la bonne attitude, ça? Oui, effectivement, c'est toujours la bonne attitude. Il y a des fois, c'est des vedettes que c'est inévitable, là, faut le mentionner, c'est un suicide. Mais je pense qu'à côté aussi, là, faut faire le travail là, de prévention, peut-être de rappeler les ressources disponibles, comme celle du centre de prévention chez nous. Oui, effectivement, parce qu'on sait que quand il y a un suicide, un décès, peu importe, il y a toujours des personnes qui souffrent derrière ça. Donc, il faut être conscient là, pour ces personnes-là là, de les respecter aussi dans tout ça. Eh bien, Madame Gladys Tremblay, je rappelle que vous êtes directrice générale du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. On va vous souhaiter une bonne journée mondiale samedi. En fait, on souhaite à tous de la joie de vivre, tiens. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup pour l'entrevue, Madame Tremblay. Merci à vous et bonne journée. On parle avec un monsieur Tremblay, Guillaume, dans quelques instants. Un tout autre sujet, il est président du Conseil central de la CSN et il est en train de manifester sur la route 138 à la jonction de la 172 présentement. Attitude. Pure FM. Pure FM. 94.1. Une station, Attraction Radio. Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Pure FM 94.1. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pure FM 94.1. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Guillaume Tremblay, le président du conseil central de la CSN, est à quelque part à Tadoussac, près de la jonction des routes 138 et 172. Bonjour, Guillaume. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bon, puis il passe des voitures autour. On voit que tu es dans l'action. C'est une manifestation des gens de la CSN. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. On est plus d'une centaine de personnes. Ça se fait en interrégional. Il y a nous, les gens de la CSN, sur le Conseil central Côte-Nord, qui sommes présents, qui avons organisé l'activité, conjointement avec le Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la CSN également. Donc, on avait dit, quand on avait fait l'activité le 6 mai dernier, qu'on allait revenir, puis qu'on allait revenir avec plus fort, en fait. Fait que là, on est deux régions ensemble pour passer le message au gouvernement du Québec qu'il y a des choses qu'ils veulent faire ou qu'ils sont en train de faire, que c'est pas acceptable pour nous, dont notamment le fameux projet OptiLab, mais plus largement certaines directions régionales qui transitent vers le Saguenay. Guillaume Tremblay, tu sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça quand on fait des blocus à 138. Là, vous ralentissez la circulation, vous bloquez pas la route, hein? Parce qu'on n'a rien qu'une 138. Quand on l'emprunte, c'est parce qu'on a affaire à quelque part. Oui, tout à fait, mais je vous dirais, là, présentement, on est directement sur la route 172 parce que c'est le lien qui nous amène vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais je vous dirais on bloque complètement. À chaque début d'heure, on bloque 10 minutes. Puis là, c'est sûr qu'il y a un peu de voitures qui s'accumulent, mais on a une très belle réception des gens qui sont en attente, là, finalement, là, ou à qui on passe des tracts. Ils nous supportent, je vous dirais, là. On n'a pas vu de mécontentement, là, de la plupart des automobilistes qui circulent sur la route 172. Ils prennent l'information qu'on leur donne, puis on a une très bonne réception. Ils comprennent très bien les gestes qu'on est en train de poser. Mm-hmm. Et puis la cause, c'est les fameux OptiLab, là, la fermeture, la perte de certains emplois sur la Côte-Nord. Dans l'ensemble des établissements où il y a des laboratoires, il y a aussi des directions régionales qu'on a perdues, peut-être d'autres services. C'est des fonctionnaires qui quittent la Côte-Nord pour aller s'établir au Saguenay, c'est ça qui arrive? En fait, je vous dirais que la première revendication qu'on a dans ce dossier-là, c'est d'abord et avant tout la perte de services de proximité. Parce qu'il y a des laboratoires, on retrouve plusieurs laboratoires dans différents C3S de la Côte-Nord, une grande région comme que vous connaissez très bien, et il y a des services de proximité qui seront plus là. En centralisant ces laboratoires-là, en les fermant ou en diminuant les services, parce que là-dessus, M. Barrette n'est pas très clair. En faisant ça, puis en amenant ça vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est clair que le service de proximité sera pas au rendez-vous. Et il y a même des experts qui se seront prononcés là-dessus. Là. Mais moi, je suis pas un expert en santé, services sociaux, notamment pour l'expertise des laboratoires. Mais il y a même des experts qui se sont prononcés pour dire que des échantillons, pour qu'on soit capable de faire une évaluation valable, c'était 2 heures le temps là, qu'on avait parfois là, pour être capable de dire, bon, on vient de prendre une prise de sang, on vient de prendre une biopsie, puis on a 2 heures pour être capable de dire, voici les résultats qu'on a, puis qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, vous comprendrez qu'avec la distance qu'on va avoir à parcourir, on ne sera plus du tout dans le 2 heures. Là. Et ça, c'est des médecins, c'est des spécialistes qui disent ça, qui ont fait ces études-là. Alors, c'est d'abord et avant tout le service de proximité qu'on va perdre. Dis-moi, Guillaume, il n'y a pas des syndiqués qui ont l'impression d'être gagnants avec la proposition de centraliser l'OptiLab à Chicoutimi, là? Il y a vraiment une solidarité entre les deux régions. Le Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean est aussi présent aujourd'hui que le tien?
Tout à fait. Ils sont une 60aine. Et je vous dirais que oui, ils sont solidaires à nous. D'abord et avant tout, eux aussi, ils vont subir une centralisation dans leur propre région. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires aussi qui sont partout sur leur territoire. Il y en a tout près du lac Saint-Jean, en tout cas, bref, dans les villes là, qui contournent le lac Saint-Jean. Et étant donné qu'ils vont centraliser le laboratoire à Chicoutimi, ben ça va, eux aussi vont se retrouver avec une perte de services de proximité. Et au résultat, là, c'est autour de plus de 30 postes qui vont perdre, notamment avec ce projet-là d'Optilab. Fait que autant du côté de la Côte-Nord que du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est touché par ce projet-là. Donc, au niveau des services de proximité et les emplois qui en découlent également, vous comprendrez que ces gens-là, puis même il y a des médecins qui disent, nous, si on n'a plus accès à un laboratoire pour avoir des diagnostics, ben on se questionne aussi par rapport aux services qu'on va donner à nos patients. Mais là, il n'est pas réglé, le dossier de l'Optilab. Là. Le ministre Barrette, quand il est venu à Sept-Îles, tu étais là cet été, il a gardé une porte ouverte, non? Ben, écoutez, moi, quand M. Barrette garde une porte ouverte, là, ça me rassure pas, malheureusement. On a discuté avec lui longuement. Il nous a dit, de toute façon, premièrement, il nous a dit que ça faisait quand même un bon bout de temps que c'était en marche. Puis quand il nous a signifié que ça faisait un bon bout de temps que c'était sur la table de fusionner les laboratoires, on lui a rappelé que dans son ancienne vie, quand il était président de la Fédération des médecins spécialistes, on lui a dit qu'il était contre ça. Il s'était prononcé même publiquement contre ça. Ça fait que il n'y avait pas beaucoup de cohérence à ce niveau-là. Mais il a voulu essayer de nous rassurer en nous disant, ben, n'ayez pas de crainte, on va s'assurer qu'on prend en compte votre particularité régionale. Mais avec tout ce qu'ils font, avec tout ce qu'ils ont fait dans le passé, malheureusement, ça ne rassure pas nécessairement. Et nous, on souhaiterait avoir un moratoire sur cette question-là pour qu'on soit capable de s'asseoir avec eux pour nous les amener les particularités de notre région. Il reste, Guillaume, que ça arrive, que dans le réseau de la santé, ils changent d'idée, qu'ils s'aperçoivent qu'il y a eu une mauvaise décision puis qu'ils reviennent en arrière. On vient de le voir pour la réceptionniste de nuit, là. T'étais là à côté de Nathalie Savard aussi, là, quand on a sorti ce dossier-là, dénoncé une décision de l'agence, de la régie du Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord. On a remis les choses en place pour le chiffre de nuit à l'hôpital de Sept-Îles. Ben oui, puis c'est une très bonne nouvelle. Puis moi, je pense que justement, ça prouve que quand on se mobilise puis qu'on dénonce des éléments comme ça, on peut avoir des résultats. C'est pour cette raison-là qu'on fait cette action-là aujourd'hui. Mais à ce niveau-là, dans un projet aussi grand qu'Optilab, qui touche tout le Québec, moi, je veux pas prendre le risque qu'on soit capable d'ouvrir ou d'entrouvrir cette porte-là, d'aller un peu plus loin. Peut-être qu'après, ils vont nous dire, OK, on va revenir en arrière parce qu'on a fait des erreurs, mais est-ce qu'on va être capable de retrouver la même qualité de service de proximité qu'on va avoir? Ça, permettez-moi d'en douter. D'autant plus qu'avec les compressions budgétaires qui nous sont imposées année après année dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est difficile de revenir en arrière, malheureusement. Mais en tout cas, nous, on a senti à cette île que les syndicats avaient des appuis de la population, des utilisateurs de services concernant l'urgence la nuit à l'hôpital. Concernant l'Optilab, est-ce que vous pensez avoir l'appui de l'ensemble des communs des mortels qui vont voter quand il y a des élections? Ben, on le souhaite. Peut-être vous dire aussi que tout au long de la journée, on a eu l'appui d'une grande majorité des maires et mairesses de la Haute-Côte-Nord allant jusqu'à Bécomo. M. Martel est venu sur la ligne, sur la 172 ce matin avec nous. Mme Anctil, les maires des Escoumins, de Tadoussac. Bref, on a eu tous ces représentants-là politiques qui sont venus nous accompagner. Fait qu'on a l'appui de nos élus régionaux. Et évidemment, ben, la population, je vous le disais tantôt, là, quand on prend le temps d'expliquer aux gens qui passent sur la route qu'on a arrêté 10 minutes, voici pourquoi on est là aujourd'hui, ils nous appuient à 100%. Il n'y a personne qui nous a dit, vous devriez pas faire ça, là. Fait que, à mesure qu'on va propager les informations autour du projet Optilab, je pense que c'est clair que tout le monde va être d'accord qu'on veut pas se priver de services de proximité. D'autant plus qu'il n'y a pas nécessairement d'économie d'échelle au niveau de l'argent par rapport à ça, là. Il n'y en a pas de bénéfice. Fait que ça coûtera pas moins cher, puis je pense qu'on peut pas se priver d'un service aussi névralgique que des tests sanguins qu'on veut prendre, des biopsies, tout ce qui va avec ça, là. Et en tout cas, les gens qui circulent, c'est à 138 qui ont passé à la jonction de la 172 aujourd'hui, ont vu que les gens de la CSN, ils lâchent pas, hein. On pensait qu'après la négociation du secteur public, les syndicats seraient un petit peu plus tranquilles, mais là, on vous voit encore dans la rue.
Ben, c'est une très bonne question. En fait, moi, quand vous me dites ça, ce que je dis, ce qu'on se dit aussi, parce la CSN organise une campagne Ma place en santé, j'y tiens. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on est en train de vivre une grande réforme avec la loi 10, là. Hein, vous le savez maintenant, sur la Côte-Nord, on ne retrouve seulement qu'un 6. Et comme il y a eu dans le passé avec la loi 30, les effets se sont fait sentir sur de nombreuses années. La loi 10, ça, là, je vous dirais que c'est la loi 30 multipliée par 3, par 4, par 5. Donc, on veut rester vigilant parce que les effets, on n'a pas fini de les sentir. Ils vont se faire sentir à long terme et c'est pour ça qu'il faut que la population reste mobilisée parce que il est clair que ça va être des services en moins et s'ils sont capables de le faire pour une affaire, pour des laboratoires où on prend des prélèvements sanguins, imaginez, mettons, dans des secteurs plus administratifs, jusqu'à où ils pourraient aller. Je pense entre autres à la paye, aux archives, toutes des choses qui sont techniques, là, administratifs, là. S'ils ont été capables de le faire ou s'ils veulent le faire dans des secteurs comme on vient de mentionner tantôt, imaginez dans des secteurs administratifs avec la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, il faut pas laisser cette porte-là entrouverte, il faut la refermer au plus vite. Et il est clair que la CSN va être au front sur cette question-là, comme on l'est sur plusieurs éléments, en fait, là, qui sont plus larges que la relation de travail. Eh bien, Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la CSN Côte-Nord, je te laisse retourner avec ton groupe à la manif à jonction de la 138 et de la 172. Au plaisir de se reparler à ton prochain voyage à cette île, probablement, Guillaume. Au plaisir, M. Saint-Pierre. Ça va être demain. On a une manifestation demain au C3S de cette île, justement, dans le cadre de la campagne Ma place en santé, j'y tiens. Je vais être là demain. Bon, ben, on va vous voir demain en face de l'hôpital de cette île. Un gros merci, Guillaume. Bon retour vers cette île. Merci à vous. Dans quelques instants, on parle du prochain défi tête à prix, Valérie. On aura un invité, bien sûr, en direct en studio. Attitude. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Une entrevue un peu spéciale. On va parler du défi tête à prix pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ma collègue Valérie Dionne, c'était la tête d'affiche l'an passé. Elle s'est fait raser le coco, comme on dit. Cette année, c'est quelqu'un d'autre qui prend la relève, hein, Valérie? Ben, c'est ça. Et écoute, Jean, moi, je me suis dit que j'allais un petit peu passer le flambeau ce midi. De la tête à prix, c'est ça, je pense que mon micro... j'avais pas le bon Donc, c'est ça. Excusez, je fais un retour, moi aussi. C'est ma rentrée aujourd'hui à la technique. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, on passe à une espèce de flambeau virtuel, si tu veux, qui n'existe pas vraiment, mais pour la nouvelle tête d'affiche. Et il s'appelle Steven Sanson, il est directeur général de chez Olivier Ford. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, ça va bien. Donc, 11e défi tête à prix, et c'est toi qui as décidé de relever ce défi-là. Tout d'abord, moi, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. C'est qui Steven Sanson? Ben, écoutez, moi, je suis directeur général chez Olivier Ford ici à Sept-Îles. Je me suis associé avec Monsieur Olivier en janvier 2015. Et puis, j'ai déménagé ma famille ici à Sept-Îles à ce moment-là. Et puis, je suis père de 3 enfants. Et puis, j'ai une conjointe qui s'appelle Karine Terrien qui avait fait le défi tête à prix justement il y a quelques années. Et puis, elle m'avait parlé de ça. C'est une cause qui me tenait à cœur, le cancer, parce que j'ai déjà eu un collègue de travail qui en était décédé. Et puis là, j'ai dit, je cherchais une façon de m'impliquer dans la région, dans la société. Et puis, j'ai dit, garde, ça me tient à cœur. Donc, je vais prendre ce flambeau-là, puis je vais l'amener le plus loin possible. Moi, je vais te féliciter parce que je trouve que c'est un engagement quand même, perdre ses cheveux pour une cause, là. C'est pas si évident. Surtout quand on arrive dans une ville. D'habitude, quand on arrive dans une ville, on essaie de se construire un réseau social, connaître du monde. Tu vas être obligé de faire ça, pas de cheveux, mon ami. Ah, je me suis fait agacer en masse. Hein?
Ouais, mais tu sais que, par contre, quand on se fait raser les cheveux pour le défi tête à prix, ils repoussent. Oui. Hein, il y a ça. Parce que, tu sais, moi, je trouvais le geste vraiment il y a des gens qui le vivent malheureusement pour des traitements de cancer qui, eux, repoussent pas les cheveux. Hein? C'est ça que tu veux dire, bien sûr. C'est difficile de dire non à une cause comme celle-là. Ben non, on peut pas dire non. C'est quelque chose. La cause, elle touche tout le monde, tu sais, de près ou de loin, elle touche des familles, elle touche. Fait qu'en bout de ligne, c'est une cause qui est importante. Puis je pense que de s'associer avec l'association du cancer aussi, c'est une cause qui va rapporter aux gens de la région. C'est pour l'est du Québec. Donc je pense que c'est une très très bonne cause à laquelle s'associer. Puis les gens de cette île en profitent. Il y a entre autres l'hébergement quand on a des traitements à Rimouski. Il y a des services ici aussi là pour les gens victimes de cancer. Il y a un petit organisme qui s'appelle Personnage qui est financé par l'association du cancer de l'Est chez nous. Exactement. Il y a des ateliers qui se donnent aussi et tout ça. Bon, c'est sûr que on peut pas parler de défi tête à prix sans parler d'objectifs financiers parce que veut pas, c'est d'amener des sous pour l'association. Est-ce que tu t'es fixé un but justement? Oui, c'est sûr que quand les gens de l'organisation du défi tête à prix m'ont rencontré, m'ont demandé ça serait quoi mes objectifs financiers. C'est certain que moi je suis pas encore super connu, puis j'ai pas encore un gros réseau de contacts, tout ça, mais je me suis quand même donné un défi d'amasser moi personnellement 5 000 $. Et puis avec les réseaux de contacts et avec la publicité puis du bouche à oreille, tout ça, d'aller ramasser autour de 20 000 $, là, ce qui est un très bon objectif selon eux. Si les gens là qui t'écoutent ont envie de te faire un don, comment on fait? On va te voir chez Olivier Ford. Ils peuvent passer me voir chez Olivier Ford. On a des documents à remplir puis on amasse les dons. Ou on a un lien sur la page directement du défi tête à prix sur Facebook. Où ils peuvent faire le don et en ligne sur le site web directement du défi tête à prix de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Là, est-ce que ta photo officielle de tête à prix a été prise? Parce qu'il y a tout un cheminement derrière tout ça aussi. Là, il y a les posters et tous les affiches. On va les voir arriver probablement en ville bientôt. Oui, c'est ça. Je viens de recevoir toutes les affiches, donc on va passer à travers les différents commerces et montrer les différentes affiches, puis on va les afficher un peu partout pour que les gens puissent voir qu'est-ce qu'il y en a, puis donner généreusement. Et là, quand on est tête d'affiche, on entre dans une espèce de grande famille. Là, c'est difficile des fois de s'en défaire. Là, on dirait que j'ai encore comme envie de parler de ça, mais c'est vraiment une expérience totalement humaine, incroyable. Je sais pas si tu as déjà assisté au défi tête à prix par le passé. Moi, dans le fond, j'avais jamais assisté à ça ici parce que effectivement, je suis nouveau dans la région. Mais j'avais déjà vu d'autres organisations un peu du même type, puis c'était important pour moi d'en faire partie, puis je sais à quoi je m'attends dans ce type d'organisation-là. Alors j'ai pas de problème avec ça va bien aller. Nous, on va donner notre appui encore à cette cause-là, parce que comme on le disait avec Daniel avant d'entrer en ondes, comme on le disait aussi au début d'émission, la radio est toujours là pour l'organisation de l'événement, donc on sera là. Et juste peut-être en terminant, Steven, rappeler le site web aussi, parce que il y a la tête d'affiche, mais il y a aussi plein d'autres personnes qui participent au défi tête à prix. Donc, si les gens ont envie de relever le défi eux aussi. Exactement. Ce serait le fun qu'il y ait plusieurs personnes qui se fassent raser en même temps que moi. J'invite tout le monde qui veulent participer. Ils sont tous les bienvenus. Et puis, ils ont juste à s'inscrire au défitêteaprix.org. À ce moment-là, ils vont pouvoir assister à l'événement le 15 octobre prochain. D'habitude, on a toujours une vingtaine de personnes qui se lancent dans ce défi-là. Ça passe une partie de l'après-midi à Place de Ville à regarder des cheveux voler un peu partout et se ramasser au sol. Yes. C'est quoi qui est le plus difficile, Valérie? Là, qu'est-ce que tu y recommanderais? C'est l'avant ou l'après? Il me semble que quand on se sent plus léger avec ses cheveux, on sent le regard des gens différent, non? Pas tout. Non, c'est vraiment pas l'après. Honnêtement, c'est pas l'après. Moi, j'arrête pas de les moqueries, c'est juste drôle, finalement. J'ai aucune moquerie. Non, c'est sûr. Écoute, puis j'avais les cheveux plus bas que les épaules, là. C'est ça, t'avais les cheveux de fille, toi. Aucune moquerie parce que c'est un geste qui est tellement significatif que tu peux pas te moquer de quelqu'un qui vient de se faire raser les cheveux pour ramasser des sous pour aider les gens qui ont le cancer, là, c'est impossible. En fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus exigeant, c'est le avant. C'est toute la campagne, c'est toute la promotion, c'est de ramasser les sous, c'est ça qui est le plus exigeant. Donc, c'est... Mais les gens, il y en a qui veulent se moquer de moi, là, dire j'ai hâte de te voir les cheveux rasés, mais
Ce que je dis, en échange d'une moquerie, y a pas de problème, tu vas me donner un don. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, on fait... Et voilà. Y a pas de problème là, hein. Mais ça, c'est bon, ça, c'est une bonne stratégie. Mais moi, je te souhaite une belle campagne, un beau défi, profites-en bien, puis après ça, en tout cas, moi, ça a changé ma vision des choses beaucoup. Donc, je te souhaite un très, très beau défi Tête à prix. Merci beaucoup. Et c'est le 15 octobre à Place de Ville. Sinon, on peut te contacter du côté de chez Olivier, quoi, si on veut te lancer un défi ou se joindre à ton groupe. Il y a peut-être le site internet aussi, défi-têteaprix.org, un site Facebook aussi où on peut obtenir toute l'information. J'ai hâte de voir les photos avant-après, ça c'est important aussi. Oui, on va laisser pousser les cheveux un peu. Il y a déjà une belle caricature de Métivier, d'ailleurs, dans le Nord-Côtier. Déjà une caricature de publier. Ouais. Ben, Steven Sanson, tête d'affiche du défi Tête à prix 2016 pour le secteur de Sept-Îles. Un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Merci. Puis Valérie, ça complète notre première ensemble à Côte-Nord Attitude. Demain, Tommy Auger va co-animer avec moi l'émission d'actualité et d'affaires publiques. On sait que dans la nouvelle programmation, il y aura 4 émissions par semaine. Le vendredi, il n'y a pas d'émission Côte-Nord Attitude. Ce sera un peu plus musical sur l'heure du midi. Merci beaucoup, Valérie. Hey, merci à toi, Jean. Voilà, au revoir tout le monde. À demain midi, on va parler entre autres du projet de gaz naturel de Toglig demain à Côte-Nord Attitude.